Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Ségur du numérique en santé, donc un atelier autour du financement Sens pour le couloir officine. Petit rappel des bonnes pratiques, vous allez recevoir le replay par mail dès la fin de la session et on vous enverra également le support de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre au mieux. On a pas mal d'intervenants aujourd'hui, donc je leur passe la main et bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci Elodie pour cette introduction et nous rappeler un peu toutes ces modalités du webinaire. Déjà, je voudrais dire à tous les participants merci pour avoir répondu positivement à notre invitation et encore merci à vous pour votre mobilisation sur le Ségur. C'est très précieux pour nous en tout cas. Moi, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Jérôme Wojkowski, je suis de l'Agence du numérique en santé et je suis en charge du pilotage des activités à l'ANS dans le cadre du Ségur. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné par l'équipe de l'ASP, donc qui est l'Agence des services et de paiement, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Merdec Fécamp, responsable pour l'agence de services et de paiement de l'outil et du portail Ségur. Bon, on va faire dans l'ordre, hein, comme c'est écrit. Donc, Majouba de Maison, c'est plutôt sur la partie de mise en place de la gestion des dossiers dans le cadre du financement. Bonjour, je m'appelle Christina Canard, je m'occupe de pôle support utilisateur. Ok, très bien. Et on est accompagné aussi par Xavier Vitry, que vous avez l'habitude de voir, niveau DNS. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Ok, donc aujourd'hui, webinaire sur on va dire tout ce qui est ouverture du guichet de financement pour Officine et bien vous décrire les modalités de dépôt. Voilà, je rappelle juste brièvement dans quel cadre se déroule ce webinaire. On a mis à disposition un dispositif ouvert et non sélectif associé aux bénéficiaires d'Officine. Et aujourd'hui, voilà, l'objectif de la procédure de financement, c'est à la fois de vous encourager à venir déposer vos demandes de financement au guichet, que derrière, que tous vos bons de commande soient déposés et que ce soit le plus fluide possible et de qualité. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, comme vous êtes au début, on va dire au début de votre parcours, on va vous donner un peu toutes les modalités pratiques associées à ces dépôts de financement. Donc aujourd'hui, dans nos objectifs qu'on aura dans ce webinaire seront les suivants. On va vraiment focuser sur l'étape d'enrôlement et de demande d'avance auprès de l'ASP. Donc quand on parle d'enrôlement, on parle d'inscription au niveau du portail de l'ASP. Donc vous allez voir un espace sécurisé. Donc ça, je laisserai les détails décrits par le côté ASP. Et après, vous ferez votre demande de financement. Donc une demande de financement, c'est que vous avez eu bien une commande que vous avez signée avec votre client et vous venez dans le cadre du SONS, donc pour achat pour compte du bénéficiaire, auprès de l'ASP, demander le financement à hauteur du montant qui sera indiqué sur le bon de commande. Voilà. La procédure aujourd'hui a été décrite dans certains documents qui sont publiés à la fois sur le portail ANS et sur le portail de l'ASP. Donc le but du jeu ici, c'est de vous faciliter cette appropriation de tous ces concepts. On va parler de fichiers JSON, on va vous parler de bons de commande, on va vous parler de pièces justificatives. Et tous ces concepts, vous devez effectivement les maîtriser pour faire votre demande et on est là pour vous expliquer et après derrière, dans un second temps, bien répondre à vos questions. Voilà, donc aujourd'hui aussi, on a tourné un certain nombre de slides sur la base de notre retour d'expérience, parce qu'on l'a fait déjà avec plusieurs sons, avec plusieurs couloirs. Donc aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire attention. Donc on est vraiment là pour vous donner un côté pratique sur ces points. Donc, on va juste vous rappeler un peu le calendrier en premier temps et après, on parlera concrètement un peu du process opérationnel et on finira dans un dernier temps sur les questions-réponses. Sachant qu'on reste bien aujourd'hui sur des questions d'enrôlement et de dépôt de demande d'avance. Voilà.
Madjouba, je te laisse Merci la parole. Jérôme. Ouais. Effectivement, donc on prend le relais sur la partie financement. Donc, comme un petit peu pour l'étape de référencement, l'étape de financement va se découper en plusieurs phases, dont 3 hein, qui ont des liens avec le portail. Il va y avoir déjà dans un premier temps la phase en amont, où vous allez devoir démarcher justement les pharmaciens pour pouvoir préparer et faire signer vos bons de commande. Entre-temps, une fois que vous êtes référencé, vous allez pouvoir venir sur le guichet ASP pour faire votre demande d'enrôlement. Comme l'a expliqué Jérôme tout à l'heure, l'enrôlement va vous permettre en fait de pouvoir avoir un accès privé sur le portail Ségurnim et il est indispensable pour la suite du process, à savoir pour vous permettre de déposer vos demandes d'avance que vous allez pouvoir faire à l'issue de l'obtention d'un bon de commande signé. Cette demande d'avance, donc comme vous le savez, hein, elle est encadrée réglementairement par une date limite qui est fixée au 15 mars 2023, 14 heures. Cette demande d'avance, une fois qu'elle sera instruite, elle va pouvoir vous permettre d'avoir une attribution d'un financement à hauteur de 30% du montant que vous avez engagé pour ce devis-là. Par la suite, vous allez pouvoir réaliser la prestation et obtenir les documents nécessaires, notamment la vérification d'aptitude et la facture, qui va vous permettre du coup de venir et de déposer cette fois-ci la demande de solde, également encadrée réglementairement par une date limite fixée au 28 avril 2023 à 14 heures. Et à l'issue de l'instruction de votre demande de solde, quand elle est validée, vous allez pouvoir percevoir les 70% restants. Donc c'est vraiment cadencé en plusieurs étapes. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va vous présenter surtout, c'est les étapes de l'enrôlement sur le portail Ségurnum et par la suite les étapes de la demande de financement. Christina, je te laisse la main. Oui. Oui, c'est bon. Les étapes de l'enrôlement. L'enrôlement s'effectue en 5 étapes. Donc, c'est connexion au portail public, dépôt de la demande d'enrôlement, instruction de la demande par le service gestion, validation du compte et réception des identifiants de connexion et connexion à l'espace de dépôt de demande de financement. Les éléments attendus pour l'enrôlement, c'est numéro unique de référencement ANS, information relative au fournisseur et les coordonnées bancaires. La première étape, c'est connexion au portail public. Donc, pour pouvoir se connecter sur le portail Ségur numérique, il va falloir effectuer la première demande d'enrôlement et cliquer sur le bouton Effectuer la demande d'enrôlement. Pardon. Donc, étape 2, dépôt de la demande d'enrôlement. Sur ce page, il va falloir saisir le numéro unique de référencement ANS et ensuite cliquer sur Rechercher pour télécharger l'information. Il faut compléter l'information et valider la demande d'enrôlement. Après la validation, vous verrez une pop-in avec le numéro de demande d'enrôlement. À la suite de votre demande d'enrôlement sur le portail, vous recevez un mail confirmant la bonne réception de votre demande. Ensuite, gestionnaire ASP instruit la demande. Si la demande d'enrôlement a été instruite avec succès par un gestionnaire, vous recevez un mail confirmant la validation de votre enrôlement. Sinon, vous recevrez un mail de refus. Le mail de refus contient le motif de refus et ensuite, vous pouvez redéposer votre demande d'enrôlement. Si la demande d'enrôlement a été instruite avec succès, vous allez recevoir les identifiants de connexion et le mot de passe. Madjouba, je te laisse continuer. Oui, merci. Comme l'a dit Jérôme, donc, on souhaitait également vous faire part de quelques bonnes pratiques hein, suite au retour d'expérience que l'on a eu sur les autres couloirs actuellement sur cette partie enrôlement, d'étape d'enrôlement. Je crois qu'il y a eu un petit problème de connexion pour Madjouba, donc je vais prendre la suite.
Donc effectivement, il y a certaines bonnes pratiques qui sont revenues par rapport aux autres sens sur l'enrôlement. Et donc, ce qu'on vous recommande, c'est de vous enrôler dès la réception du référencement de votre solution logicielle, de ne pas attendre. Comme ça permettra d'anticiper la fermeture du guichet de l'avance. Majuba, je te Je laisse suis reprendre la main. désolée, j'ai un petit problème de connexion. Ouais, là-dessus, ce que je voudrais rajouter, Myriadec, pour que tout le monde ait bien conscience, aujourd'hui, dès que vous avez votre numéro de référencement, dès que vous êtes référencé, venez vous inscrire au portail de l'ASP. Alors C'est super important. quand le référencement est validé, hein, Voilà, Jérôme, c'est ça. c'est pas Oui, seulement le ouais, numéro, c'est ça. quand le C'est ça. référencement est validé, Ouais. vous pouvez venir effectivement directement tout de suite sur le portail de l'ASP à Segurnum pour justement présenter votre demande d'enrôlement. Et même si vous n'avez pas encore de commande, par exemple, et vous avez votre numéro de référencement validé et tout, venez parce que ça vous créera votre espace de voilà, de sécurisé. Et au moins, ça sera déjà fait. Après, quand vous aurez vos demandes et vos commandes, vous pourrez l'utiliser. Voilà. Tout à fait. On vous conseille également, quand vous avez déposé votre demande d'enrôlement, de vérifier la réception dans l'accusé réception pour vous assurer que vous avez enregistré la bonne adresse mail. Hein, puisque quelquefois, voilà, il peut y avoir une petite erreur ou autre. Et du coup, après, la validation est un petit peu plus compliquée. Ensuite, dans les présentations donc, qu'on vous a fait jusqu'à présent, vous avez vu que vous avez donc des informations sur la personne morale à indiquer et des informations sur la personne physique, dont le représentant légal. Et vous allez avoir la possibilité également d'enregistrer donc les informations sur un dépositaire si vous souhaitez que la majorité, enfin tous les mails de confirmation, de rejet des demandes, etc., arrivent chez un dépositaire spécifique. Donc pensez bien, vous avez cette possibilité-là à enregistrer et le représentant légal et le dépositaire si vous le souhaitez. Il y a donc des possibilités que vous soyez référencé pour plusieurs solutions. Dans ce cas, vous n'allez devoir vous enrôler une première fois en globalité qu'une seule fois. Pour les solutions suivantes, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'enrôlement complémentaire, donc directement à partir de votre espace privé. Enfin, pour information, si jamais vous possédez déjà un compte ASP lié à l'adresse mail que vous avez enregistré comme dépositaire, il faut savoir que vous ne recevrez pas les logins et mots de passe puisque vous avez déjà un compte ASP, mais seulement une information comme quoi vous êtes habilité au portail Segurnum et vous allez pouvoir en fait garder les logins et mots de passe que vous avez déjà dans d'autres applicatifs de l'ASP. Et enfin, l'un des premiers éléments quand vous allez devoir donc justement déposer votre demande d'enrôlement, une fois que vous avez saisi votre numéro de référencement, vous allez devoir saisir votre numéro de SIRET. Et là, il va être nécessaire, vous allez voir, de cliquer sur l'icône chargement qui est juste à côté pour afficher toutes les informations de façon automatique, notamment les coordonnées postales, etc. Donc voilà les bonnes pratiques qu'on peut vous transmettre aujourd'hui, comme on l'a dit, liées un petit peu à tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Oui, et Majuba, pour compléter aussi, c'est une procédure aujourd'hui par retour d'expérience, pas de point de complexité particulier. Normalement, c'est quelque chose qui se C'est passe c'est plutôt très bien tout et à aussi fait. en termes de délai assez court. Voilà. Donc, Tout à fait. Il faut juste bien se munir des documents nécessaires, tels que votre certificat de référencement, des pièces d'identité du représentant légal, du dépositaire, si vous souhaitez insérer un dépositaire. Voilà, s'il y a une notion de distribution pour un éditeur, le mandat de distribution, etc. Voilà, des documents que vous aurez à votre disposition aussi. On continue sur la partie financement, avance. Parfait. Et ben, je prends la main alors. Donc, une fois que votre enrôlement est validé, vous aurez accès au portail privé. Donc, vous aurez un espace sur le portail Ségur numérique de l'ASP et vous pourrez vous connecter et procéder au dépôt de votre demande de financement. Donc, les étapes de la demande, il y a 6 étapes pour la demande de financement. La première étape, c'est justement de vous munir des mots de passe et login qui vous ont été fournis pour vous connecter au portail et déposer vos demandes via un fichier JSON, on va y revenir juste après, avec les pièces jointes attenantes, telles que définies dans l'AF. On a une série de contrôles d'abord automatiques pour vérifier le bon format de vos fichiers, un enregistrement de la demande avec également des contrôles automatiques sur les pièces jointes,
Et ensuite, vos demandes vont être instruites par le service de gestion de l'ASP. Suite à cette instruction, vous aurez une notification sur l'acceptation ou éventuellement le rejet de votre demande, et si elle est acceptée, une décision d'attribution. Et enfin, le paiement de l'avance à hauteur de 30% du montant total de la prestation Ségur. Alors pendant le webinaire, on va aller, on va rentrer dans la procédure, mais on va pas pouvoir l'expliquer en entier, et c'est pour ça qu'on vous a mis des documents utiles en bas de cette planche. Il faut savoir que sur le portail de l'ANS, vous avez les documents réglementaires, et sur le portail de l'ASP, vous avez l'ensemble des documents qui vous permettent de réaliser avec succès vos demandes de financement. Donc on a mis surtout alors le lien vers le portail, premier élément, et ensuite 3 guides, on va dire. Un premier qui vous aidera dans les écrans de la demande de financement pour vous guider dans le portail. Un deuxième qui vous permettra de comprendre vraiment comment créer les fichiers JSON qui vous permettront de déposer des demandes de financement. Et enfin un troisième lien, enfin un quatrième du coup, qui vous permettra d'avoir des exemples de bons de commande pour la demande de financement, la demande d'avance, et de MOM et de VA pour la demande de solde. Sur ces éléments-là, sur le bon de commande, la MOM et la VA, on vous enjoint vraiment à les regarder, et vous verrez que dans ces documents, il y a des mentions en bleu qui sont les éléments obligatoires qu'on demande dans un bon de commande. Donc sur ce point, pour éviter que vos premières demandes soient refusées à cause d'éléments sur le bon de commande, on vous enjoint vraiment à regarder ces modèles. Donc si on se penche un peu plus sur la procédure de demande de financement, on vous a représenté via un logigramme la façon dont ça se passait concrètement. Alors il faut savoir que pour les demandes de financement, vous allez devoir les déposer via un fichier JSON. Donc le fichier JSON, c'est un fichier technique qui est assez simple pour la pharmacie, puisque vous avez les demandes sont un peu plus simplement faites que sur les autres sources. Et donc dans ces fichiers JSON que vous avez téléchargés sur le site de l'ASP, vous pouvez rentrer jusqu'à 200 demandes par fichier JSON et les déposer en masse sur le portail. Ces fichiers JSON, il faudra les accompagner des pièces justificatives, donc notamment des bons de commande, à mettre dans des fichiers zip que vous déposerez également sur le portail. Il y a un certain nombre de contrôles automatiques sur ces fichiers que vous allez déposer avec l'ensemble de vos demandes. Enfin, vous allez déposer plusieurs fichiers pour l'ensemble de vos demandes, mais il y a un contrôle automatique par fichier JSON pour contrôler le format de ces fichiers, et il y a un autre contrôle automatique par demande dans votre fichier JSON pour vérifier qu'il n'y a pas de coquille. Alors c'est plutôt des contrôles de format, des choses comme ça, vérifier que par exemple la date de commande est au bon format, des choses comme ça. Et une fois que ces contrôles sont, alors s'il y a des erreurs, vous avez un fichier de sortie avec des libellés et des codes erreurs qui vous permettent de corriger votre fichier JSON et donc le dépôt de vos demandes. Et une fois que l'ensemble des demandes d'un fichier JSON sont valides, elles sont toutes au bon format, elles sont enregistrées dans le portail avec les pièces jointes que vous aurez mis avec. Donc ça, c'est la partie enregistrement. Ce n'est pas parce que vos demandes sont enregistrées sur le portail qu'elles sont valides pour autant, il faut bien distinguer les deux. L'enregistrement, c'est un passage technique, et ensuite il y a vraiment l'instruction de la demande qui est ce qui est représenté en vert, qui est fait par des gestionnaires de l'ASP qui vont comparer ce que vous avez mis sur votre formulaire de demande dans le fichier JSON et dans le bon de commande, et vérifier que vos demandes rentrent bien dans le cadre réglementaire. À l'issue de cette phase d'instruction par les gestionnaires, soit vous avez un refus, et dans ce cas-là, il y a un mail qui vous est envoyé, soit les demandes sont acceptées ou la demande est acceptée, puisque c'est une acceptation à la demande, et vous aurez une notification avec un mail et une décision d'attribution qui est le document juridique qui vous permettra de certifier que voilà, votre demande est validée. Elle vous sera envoyée à la fois par mail, et elle sera aussi disponible sur le portail, sur votre demande de financement. Et enfin, l'ASP procédera au paiement de l'avance, et vous aurez un avis de paiement qui sera disponible pour chaque demande sur le portail.
Alors les éléments attendus, pour, justement bien faire ces demandes de financement, donc c'est ce que je disais, un fichier JSON. Vous avez un extrait à gauche, en bas à gauche de l'écran, donc d'un fichier JSON, tel qu'il peut être pour, je vais y arriver, pour la pharmacie. Il peut contenir 1 à 200 demandes, donc du même couloir et du même type de logiciel. Donc bon, pour nous, c'est, file geo, donc c'est assez simple. Un point d'attention toutefois, toutes les demandes d'un même fichier JSON doivent être soumises au même régime et taux de TVA. C'est-à-dire que si vous avez 200 demandes, mais il y en a, 100 qui sont soumises à une TVA de 20 et puis, 100 autres qui sont soumises à une TVA de 8,5 il faudra faire bien 2 fichiers JSON différents, pour les soumettre sur le portail. Et enfin, avec ce fichier JSON, donc les pièces justificatives, pour l'avance, elles sont au nombre de 2. Premièrement, un bon de commande signé, qui est obligatoire pour toute demande de financement, et une preuve de non-assujettissement à la TVA, si c'est le cas, donc si votre bon de commande pardon, est du coup en hors taxe. Cette preuve de non-assujettissement, elle est délivrée par la Direction générale des finances publiques. Majouba, je te laisse pour les bonnes pratiques. Je crois qu'on a perdu de nouveau Majouba, donc je vais les prendre. Donc les bonnes pratiques pour le dépôt de ces fichiers JSON et de ce qu'on a vu à partir des autres couloirs déjà de notre expérience. Donc d'abord, c'est dès que votre enrôlement est validé par l'ASP, que vous avez reçu un mail de l'ASP vous disant votre enrôlement est validé, commencez tout de suite à déposer des demandes d'avance, puisque vous avez jusqu'au 15 mars 2022 et on vous conseille de vraiment vous y prendre à l'avance pour que ça fonctionne. Une des bonnes pratiques aussi, c'est de commencer par, si vous commencez tôt, de commencer par une demande pour vérifier si le formalisme de votre demande et de votre bon de commande est bon, pour ensuite, faire vraiment un dépôt en masse. Parce que si vous faites un dépôt en masse directement, mais qu'elles sont toutes rejetées, ça va tout simplement vous faire, perdre du temps. Je sais que certains d'entre vous, merci Mariattaque d'avoir pris le relais le temps que je retrouve mon micro. Certains d'entre vous, je sais, nous ont déjà sollicité justement pour valider un formalisme de certains bons de commande et de certains JSON. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter de ce côté-là. Et surtout au niveau des bons de commande, vous avez à votre disposition des modèles qui sont mis donc aussi bien sur le site, surtout sur le site donc de l'ASP, sur la page spécifique au Ségur numérique. Il est très important justement d'en prendre connaissance et de respecter les éléments qui sont demandés obligatoirement, puisqu'ils sont soumis justement à contrôle par les instructeurs derrière. Parmi les éléments qui sont vraiment soumis à contrôle, il y a la partie montant. Aujourd'hui, donc, vous avez donc la possibilité, bien évidemment, d'insérer donc des montants. Vous devez d'ailleurs insérer un montant sur le bon de commande à faire signer à votre pharmacien. Ces montants-là sont également encadrés réglementairement avec des plafonds à ne pas dépasser. Et au-delà de ça, il va falloir que vous puissiez indiquer en plus dans vos bons de commande les montants hors taxe, puisque les plafonds à dépasser sont hors taxe. À ce hors taxe-là, il faudra appliquer le taux de TVA en rigueur. Il peut être différent, par exemple, lorsque votre pharmacien est en France ou à La Réunion. Dans un cas, il sera à 20 dans l'autre, il sera à 8,5 donc il faudra bien appliquer le bon taux de TVA en vigueur selon le Code général des impôts, en l'arrondissant au centime près. Et on est dans un dispositif d'achat pour compte, ce qui veut dire que même si, donc, bien évidemment, le reste à charge pour votre pharmacien dans le cadre de la prestation Ségur sera de 0, le montant du bon de commande total ne doit pas être égal à 0. On doit bien avoir un total TTC de ce qu'aurait dû payer donc le pharmacien pour la prestation Ségur. Par contre, vous pouvez, en le rassurant, lui indiquer que le reste à charge pour lui sera de 0. Et point d'attention, mais on va l'illustrer sur les slides suivantes. Le montant hors taxe que vous allez indiquer dans votre bon de commande doit être strictement identique à celui que vous allez indiquer dans le JSON lorsque vous allez déposer justement donc votre JSON en tant que demande d'avance. Et c'est bien le hors taxe qui sera pris en compte dans le JSON. Donc, comme j'ai dit, voilà, on va illustrer quelques cas justement d'éléments sur le bon de commande, notamment celui qui est mis à votre disposition. Vous avez des informations, celles qui sont en bleu, qui sont obligatoires et qu'on doit retrouver dans tous les bons de commande que l'on va recevoir pour instruction derrière et pouvoir valider la demande de financement. Donc,
Et à côté de ça, vous allez avoir également certaines informations du bon de commande que vous allez devoir reporter dans le JSON. Donc, on vient de parler du montant hors taxe. Et là, pour vous, il y a une partie, pour la partie donc officine qui ne vous concerne vraiment que vous, c'est la partie certificat serveur où en fait, dans votre bon de commande et dans le JSON, vous allez devoir indiquer certaines informations pour la commande de certificat serveur telles que le statut d'administrateur technique. Est-ce que c'est plutôt le pharmacien ou est-ce que c'est plutôt vous-même? Le nom de cet administrateur technique, le numéro de carte CPS, le téléphone et l'email. Et ces informations, comme vous pouvez le voir, se retrouvent aussi bien dans le bon de commande que dans le JSON, doivent être identiques. Les autres éléments qu'on va contrôler justement en termes d'identicité, si on peut dire, entre le JSON et le bon de commande, c'est la date. Donc, vous allez faire signer votre bon de commande au pharmacien. La date de signature du bon de commande doit correspondre à la date de commande que vous allez devoir insérer dans le JSON. Ensuite, le régime TVA. Si vous êtes en régime TTC ou hors taxe, ça doit être identique entre le bon de commande et le JSON. Et enfin, ce dont on parlait tout à l'heure, le montant hors taxe, qui doit être strictement identique. Donc voilà, on vous avait fait justement des schémas pour bien vous spécifier chacune des informations ou la retrouver dans les modèles de bon de commande actuellement à votre disposition. Et on va faire un focus spécifique sur le montant et les règles de calcul des montants de bon de commande. Sur tous les bons de commande, il faut que vous fassiez donc il faut que vous puissiez indiquer les montants hors taxe de la prestation Ségur, le taux de TVA applicable et le montant TTC. Le calcul donc des montants de chacune des prestations, il doit être réalisé donc de la façon suivante. C'est 1, on prend le montant hors taxe du bon de commande et on s'assure qu'il est inférieur ou égal au plafond réglementaire. Donc, vous avez notamment donc, dans l'appel à financement les montants à ne pas dépasser. À ce montant hors taxe, on applique le taux de TVA auquel vous êtes soumis ou selon les dispositions en vigueur sur le Code général des impôts. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, un pharmacien en France, un pharmacien à La Réunion n'est pas soumis au même taux de TVA. Et enfin, vous faites figurer sur votre bon de commande, puis, dans le cadre du solde, la facture, les montants hors taxe, le montant de la TVA et le montant de TTC en s'assurant bien évidemment de l'exactitude de ces informations-là. Donc pareil, Majouba, on peut préciser, pas de dépassement, pas d'arrondi, pas d'arrondi à l'euro près, pas d'arrondi au centime, à la dizaine de centimes. On reste bien aux 2 derniers chiffres après la virgule en dessous du montant. Tout C'est à ça? fait. Donc, exactement. Il doit être strict, identique ou égal au centime près. Alors c'est très important ça aujourd'hui. Pourquoi on est un peu, on va dire, rigoureux sur ce principe en disant pourquoi je dépasserais de 1 centime, ça remet rien en cause. On pourrait l'entendre, mais aujourd'hui on est quand même dans un dispositif à la fois encadré par des règles réglementaires et aujourd'hui on est dans des procédures aussi de suivi d'audit. C'est des fonds européens, donc on a un certain nombre de règles à bien respecter. Et aujourd'hui, on devra justifier tout dépassement des montants plafonds, même au centime près. Donc c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on réinsiste sur ce point-là. Tout à Faites fait. très attention à vos montants pour pas qu'ils dépassent les plafonds, sinon ça va faire des rejets derrière et on perdra du temps collectivement. Voilà. Tout à fait, Jérôme. Donc, nous, de notre côté, on en a fini pour la présentation de la partie enrôlement, de la partie financement, avec notamment donc, les différentes bonnes pratiques et préconisations qu'on peut avoir. On peut peut-être passer du coup maintenant aux questions-réponses. Oui, on va prendre les questions-réponses. Alors déjà, j'espère que ça a répondu à un certain nombre de questions. Maintenant, si vous avez besoin de précision, on a déjà un certain nombre de questions et l'audit va nous les faire pointer. Et si vous avez d'autres précisions, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat. Nous, on est là pour prendre une bonne demi-heure avec vous. Et c'est important de comprendre quels sont vos irritants aujourd'hui, vos petits doutes, pour qu'on puisse y répondre et que vous, finalement, partiez de ce webinaire et que vous êtes totalement en confiance pour déposer vos futures commandes. Voilà.
Alors, première question, je me permets, parce que je peux y répondre. Allons-nous recevoir les documents que nous visualisons? Donc oui, on va vous les envoyer par mail à la fin de la présentation. Autre question, est-il possible de modifier l'adresse mail de la personne qui va recevoir les confirmations ou rejets des demandes par la suite? Alors, je vais prendre la question. Sur ce point, de ce point de vue-là, donc ce qu'on disait, c'est que c'est bien le dépositaire qui va recevoir l'ensemble des confirmations ou des rejets de demandes, toutes les notifications par mail en tout cas. Et est-ce qu'il est possible de le modifier par la suite? Aujourd'hui, vous n'avez pas la main pour le modifier. C'est une évolution du portail sur laquelle on travaille. S'il y a un besoin urgent, c'est possible de le faire via l'assistance utilisateur, mais on vous conseille d'anticiper cette question, ceci dit, pour mettre dès le début la bonne adresse mail. Avez-vous un environnement de test sur lequel nous pourrions déposer les JSON avant référencement? Alors, sur l'environnement de test, non, il n'y en a pas de... Ou Jérôme, tu veux prendre la question peut-être? Je vais juste prendre la réponse. Aujourd'hui, il n'y en a pas de disponible. Par contre, il y a une fonctionnalité qui est disponible niveau portail, Meriadex. Ça, je pense que tu peux en parler. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'environnement de test disponible au niveau du portail. Donc, une fois que vous avez votre numéro votre enrôlement est validé, vous avez accès au portail privé, à votre compte, et là-dessus, vous avez un simulateur JSON sur lequel vous pouvez simuler vos demandes sans forcément les importer après. Ça, c'est possible. Mais tant que vous n'êtes pas enrôlé, aujourd'hui, il n'y a pas d'environnement de test. Toutefois, si vous avez, et là Majouba, je parle sous ton approbation, vous pouvez envoyer à l'assistance utilisateur des modèles de demande, que ce soit fichier JSON et d'ailleurs bon de commande, pour que on puisse vous les valider. Alors le but c'est de prendre un exemple et de vous montrer que vous êtes sur la bonne voie dès maintenant, et comme ça on pourra sécuriser le dépôt des demandes. Oui, tout à fait, je confirme, Meriadeka. Ça permet de valider au moins le formalisme global et de vous préparer peut-être aux interrogations que vous avez eues en lisant la documentation de remplissage ou autre. Le BL peut-il être signé électroniquement? Tout à fait. Il peut y avoir aussi bien une signature manuscrite qu'électronique. Comment connaître les plafonds? Alors, les plafonds aujourd'hui sont indiqués dans l'appel à financement pour la pharmacie. Je vais peut-être prendre la question, si vous voulez bien. Oui, pardon. C'est Xavier. En fait, donc il y a les barèmes qui sont posés dans l'appel à financement. Par contre, pour chaque officine, il faut me faire un mail. Il y a une adresse mail qui est indiquée dans l'appel à financement. Alors, je l'ai même plus en tête. Ségur Officine quelque chose. Sinon, vous m'envoyez à moi un message avec la liste des numéros finesse géographiques et je vous répondrai par retour de mail en associant en face de chaque finesse géographique le barème lié à chaque officine. Les syndicats n'avaient pas souhaité qu'on puisse partager le fichier complet à tout le monde. Donc, il faut m'envoyer la procédure est un peu voilà, mais donc pour éviter d'envoyer à tout le monde tout le barème dans le détail, c'était la procédure qui a été choisie dans la mesure où vous n'êtes pas très nombreux et qu'il n'y a pas non plus des centaines de fois où vous allez nous solliciter là-dessus. C'est vous envoyer un fichier. Alors, par contre, il faut bien le fichier finesse géographique. Alors, si c'est le finesse juridique, moi, je vous le remplacerai puisque j'ai les tables de correspondance, mais c'est plus pratique si vous avez le finesse géographique et je vous renvoie le fichier. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'identifier des pharmacies qui sont apparues depuis la mise à disposition du fichier d'origine et donc de les pointer pour que, voilà, c'est déjà arrivé une fois, j'ai fait une mise à jour et du coup pour les collègues de l'ASP, je vous le dis, on a identifié encore des pharmacies là qui ont été immatriculées très récemment et du coup je vais vous refaire une petite mise à jour du fichier de référence. Sachant que ce qu'on peut compléter côté ASP, c'est que le contrôle sur ce montant là plafond, on est bien sur comme on l'a dit plusieurs fois, c'est bien sur le hors taxe. Oui, je ne renvoie que le prix hors taxe. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Alors, autre question.
La date du 15 mars 2023, donc fin du dépôt des bons de commande, correspond aux demandes d'avance et non pas aux demandes de solde. Point d'interrogation. Oui, c'est bien. Si on peut remettre je vais remettre. Vous voyez, on est bien sur la fin des dépôts de demande d'avance. Voilà, au 15-3. Et donc derrière, vous avez fait vos commandes. Et donc derrière, vous revenez avec vos commandes et les éléments pour faire une demande de financement qui va se traduire par une demande d'avance au début pour lequel vous allez, comme on a dit, 30%. Et après, vous allez faire votre déploiement, bien entendu, votre mise à jour. Et vous allez revenir dans un second temps à l'ASP, donc d'ici le 28 avril 2023, pour déposer votre demande de solde et pouvoir bénéficier des 70% restants. Voilà. Et juste pour compléter également, ça signifie aussi que vis-à-vis des pharmaciens, moi dans mes communications, donc il y a les dates officielles, mais ces dates officielles, elles sont appliquées à vous. Et par abus ou simplification, on dit à tout le monde que c'est le 15 mars. Mais je leur précise bien systématiquement que cette date, elles sont appliquées à vous et pas aux pharmaciens. C'est-à-dire qu'il y a quand même un délai, on va dire, de prévenance et d'anticipation, de façon à ce que le pharmacien vous envoie pas le 15 mars à 13h30 son bon de commande, parce qu'évidemment, vous n'aurez pas le temps de l'intégrer et de le recharger. Voilà. Donc, j'insiste bien pour dire que ce sont des dates qui vous concernent vous. Qui a quand même, voilà, qui soit pas étonné que, évidemment, vous imposiez, on va dire, un retour probablement quelques jours plus tôt, de façon à ce que vous ayez le temps de le traiter d'un point de vue administratif en fonction de vos procédures internes. Merci Xavier. Autre question, est-ce qu'un consentement électronique suffit? Par exemple, demande de connexion à ProSanté Connect pour valider l'identité du signataire. Sur le bon de commande? J'imagine. On parle du bon de commande, c'est ça, hein? Donc oui, dans la mesure où justement cette signature-là permet d'identifier très précisément le pharmacien et que le bon de commande est daté, c'est effectivement recevable. Merci. Et pour l'instant, la dernière question, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat. Dans le JSON qui concerne la partie solde 70%, il est demandé de fournir des certificats. Pouvez-vous détailler les informations qui sont requises? Pardon. Donc sur la question des certificats, alors là on est encore à l'avance, hein, et donc bon, c'est bien d'anticiper pour le solde. Aujourd'hui, ces questions dans le JSON solde, c'est-à-dire que vous avez lu la documentation technique, on est très content. Sur les certificats, va être supprimée ou rendue facultative parce qu'on s'est rendu compte que ces éléments n'étaient pas forcément pas forcément au courant de la mise à jour de ces éléments sur le solde. Autre question, si le bon de commande est signé auprès d'un LGO et que le pharmacien change de LGO avant la mise à disposition de la version Ségur, faut-il refaire signer un bon de commande? Alors, on est en train justement d'étudier ces changements-là, puisque c'est vrai que vu le temps qu'il y a entre la possibilité de demander la demande d'avance et la demande de solde, on ne devrait pas en avoir beaucoup. Donc, on est en train justement d'étudier les potentielles modifications qui pourraient avoir lieu entre l'avance et le solde. Pouvez-vous me confirmer que la date du bon de commande dans le JSON doit être la date de la signature et pas celle d'émission de ce bon de commande? Oui, c'est un point d'attention justement. Il faut bien indiquer la date de la signature du bon de commande par le pharmacien. Dans l'hypothèse de la non-obtention du label dans les temps, quid de l'avance qui aurait été reçue? Dans l'hypothèse de la non-obtention du label. Donc ça veut dire que si la solution n'a pas été référencée, qu'il y a eu une demande d'avance, mais finalement l'avance n'aurait pas été enregistrée au niveau de l'ASP. Hein. En fait, oui, moi ce que je comprends, c'est que pour pouvoir vous connecter à la plateforme de l'ASP, ouais, il faut que vous ayez passé le référencement Ségur auprès de l'ANS. Donc, vous ne pouvez pas déposer auprès de l'ASP une liste de bons de commande. Alors, si par exemple, vous avez anticipé des bons de commande aujourd'hui et vous êtes dans le processus et malheureusement, le 21 décembre, vous n'avez pas obtenu
le référencement de l'ANS. Dans ce cas-là, les bons de commande sont réputés caducs. Tout ce qui aurait été signé, voilà, et le pharmacien est libéré de son engagement vis-à-vis de l'éditeur et peut soit attendre que vous ayez fini, mais ce sera hors financement Ségur, comme on le fait par exemple pour les médecins de ville en ce moment, où le portail est réouvert et on a la possibilité de référencer le logiciel en dehors du cadre Ségur, mais qui permettra de toucher les ROSP pour les médecins. Donc ça, c'est une option, où le pharmacien pourra changer d'éditeur s'il souhaite absolument bénéficier, ou alors laisser passer et attendre que vous ayez fini le développement, mais en dehors du financement Ségur. Ou alors il change d'éditeur et il va chez un autre éditeur. Et donc, de façon automatique, en fait, les bons de commande qui auraient été signés et que vous ne pourrez pas déposer, ou qui ne pourront pas être déposés, vont tomber, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas les déposer sur le site de l'ASP. C'est comme ça que je comprends la question, en tout cas. Merci. On a une autre question. La version du certificat de VA actuelle est-elle définitive ou il pourrait y avoir des modifications, notamment sur la partie atteste que les certificats logiciels pour le téléservice INSI et l'alimentation du DMP ont bien été installés? Normalement, il n'y aura pas de changement de changement de version de certificat. Moi, en tout cas, j'ai pas en visibilité un tel changement. Voilà. Pour l'instant, on a fait le tour des questions. Donc, si vous en avez d'autres, il nous reste encore 10 bonnes minutes. N'hésitez pas, c'est le moment. Et en tout cas, voilà, pour la VA, bien entendu, nous, on va vérifier un certain nombre d'atteintes de seuil que vous avez dans l'AF, qui est, comme vous l'avez pu le voir, un nombre de messages qui sont envoyés dans le DMP, un nombre de messages qui sont envoyés dans les boîtes aux lettres, et puis après, l'utilisation effectivement du service INSI. Je rebondis juste sur la question des certificats logiciels dans la VA. Alors, je ne les ai pas en tête, mais il faut bien vérifier si l'information est en bleu dans le modèle ou en noir. Si elle est en bleu, elle est obligatoire. Si elle est en noir, elle est facultative. Ça, pour vous donner une idée, mais j'avoue que je ne l'ai pas en tête. Là. Non, Pascal est en train de compléter son message. Il y a encore des questions. Il est compliqué pour un PS d'attester que les certificats ont bien été installés. Sachant que pour INS et DMP, nous pouvons avoir un accès indirect via certificat ou direct via CPS. On est bien d'accord, et c'est bien ce qu'on veut éviter, c'est l'accès direct par CPS. En attendant, si d'autres personnes ont des questions ou si vous, côté intervenant, vous voulez revenir sur un des points abordés, n'hésitez pas. Sinon, on finit plus tôt. Et Julien qui est en train de taper aussi. Alors, autrement dit, un LGO qui n'arrive pas à accéder au certificat fera un accès boîtier et ceci sera transparent pour le PS. Alors, normalement, l'installation du certificat doit se faire pour toutes les LGO. C'est bien ce qu'on souhaite à la fin. C'est-à-dire que l'objectif de tout ça, c'est de libérer la carte CPS à terme et donc surtout de ne pas rajouter de nouveaux services dépendants de la carte physique. Donc, l'objectif, il est bien que chacun soit équipé de certificat serveur. Ça, c'est bien la finalité qu'on veut pour que à terme on puisse, en tout cas, c'est surtout pas rajouter de nouveaux services ou de nouveaux éléments dépendants de la carte physique. Donc l'objectif, il est bien que tout le monde soit équipé d'un certificat serveur pour ces services-là. Donc voilà, je le redis, c'est pas comme dirait l'autre, there is no alternative.
Et pour compléter sur les mentions obligatoires, là, sur les certificats, sur la VA, elles ne sont pas obligatoires. On vient de vérifier. Autre question, avez-vous une idée de l'avancement? Est-ce que la date du 15 décembre pourrait être décalée à nouveau? Il n'y a pas de date au 15 décembre. Hein. Il y a une date au 21 décembre, ça c'est la fin du dépôt de preuve. Une date au 10 février pour la fin des discussions avec l'ANS. Le 15 mars et le 28 avril. Mais de toute façon, non, il n'y aura pas de nouvelle modification de l'agenda aujourd'hui. La demande de génération de certificat logiciel s'effectue via le numéro de carte CPS. C'est ce numéro que nous devons inscrire dans le bon de commande. Si la carte CPS est renouvelée après la génération du bon de commande, le certificat logiciel sera donc issu d'une autre carte CPS. Est-ce que cela n'entraînera pas de problème pour le traitement par la suite? Alors, si c'est entre la commande... Alors, ce qui est sûr, ce dont je suis sûr, moi, c'est que un pharmacien qui a fait installer... Les certificats serveurs sont valables 3 ans. Un pharmacien qui a fait installer son certificat, tout fonctionne très bien avec sa CPS, il revend son officine, il change. Si rien ne se passe et que le pharmacien qui prend la suite ne fait rien, les certificats serveurs vont fonctionner normalement comme il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Par contre, si entre la commande Ségur et l'installation physique, il y a un changement de CPS, là pour le coup, je ne saurais pas répondre à la question. On va prendre la tâche des spécialistes peut-être de l'ANS sur le sujet pour voir si ça peut poser un problème. En tout cas, ça ne posera pas de problème opérationnellement, ça on pourra le revérifier nous en interne. Ouais. Mais on n'a pas de contrôle on n'a pas de contrôle aujourd'hui sur les certificats CPS. Donc il ne sera pas rejeté. Donc après, moi, dans ce cas-là, il faut qu'on pourra revenir avec quelques précisions, mais déjà ça ne bloquera pas. Hein. Tout à fait, puisqu'on ne redemande pas, ces informations-là ne sont pas redemandées au niveau du solde. Ça bloquera pas sur le fonctionnement, enfin sur le financement. Ça pourrait bloquer peut-être techniquement. C'est ça. Mais en tout cas, on va vérifier ce point. Mathieu reconnaît que ce sont des cas extrêmes. Autre question, j'ai compris qu'une nouvelle documentation allait arriver concernant le JSON solde. Si oui, dans quel délai? Alors sur la documentation technique sur le JSON solde, là on est en train de voir quand on va pouvoir mettre en place ces évolutions. Ceci dit, enfin le JSON solde ne devrait pas changer en tant que tel. Le champ devrait, soit on enlève le champ, soit on le rend facultatif, mais ça n'impacte pas en tout cas vos déploiements et puis la signature DVA par les clients sera juste centrée sur le JSON. Mais on vous tient très rapidement au courant pour mettre c'est vraiment dans la documentation technique, pardon, ce sera vraiment à la marge qu'il y aura un changement. Pour le solde, il faut fournir VA plus facture. Pouvez-vous apporter des précisions sur la facture à transmettre? Quel document y fait référence? Majouba, peut-être? Tout à fait. Donc, la facture, c'est une facture en lien avec la prestation que vous avez réalisée, avec des mentions qui sont inhérentes et qui sont réglementairement obligatoires. On pense telles que la date à laquelle vous avez réalisé la prestation, etc. On a mis sur la FAQ ASP et la FAQ ANS toutes les informations qui doivent être, en tout cas, indiquées dans la facture, et qui valent pour la majorité des couloirs dans la pharmacie. Quel champ serait retiré du JSON solde? Alors sur JSON solde, c'est les deux dont on parlait juste avant, donc sur les certificats DMP et INSI. Soit ils vont être rendus facultatifs, soit ils vont être supprimés. C'est ces deux balises-là dans le JSON qui pourront changer. On a fait le tour des questions. Voilà, on peut
Ouais, moi, je veux bien poser une question, mais à tous nos participants. Il y a effectivement une étape délicate qui est le dépôt de demande de financement, notamment avec le remplissage du JSON, hein. C'est pas la tâche la plus facile. Ce que je voulais voir, voilà, si on peut faire des retours, si certains ont déjà rempli le JSON, quel est leur ressenti, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions là-dessus. Et parfois, sur d'autres couloirs, on en a eu beaucoup plus. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur le JSON, soit là, soit en contact avec l'ASP. On sera là pour vous répondre, quoi. Est-ce qu'on a répondu à la question de Rémi Desjardins sur la prestation Ségur comprend l'assistance et l'installation? Non, j'ai peut-être raté. effectivement. Ouais. Donc la prestation Ségur comprend l'assistance pour la récupération des certificats et non pas l'installation des certificats par l'éditeur. Ouais. Moi, j'ai envie de dire qu'à l'arrivée, il faut que ça fonctionne. Et c'est ce que le pharmacien va attester. C'est-à-dire qu'il y ait bien, et nous, ce qu'on va vérifier, c'est qu'il y ait bien eu une connexion aux différents services derrière. Donc, après, savoir qui a installé ou non, donc c'est une assistance à aller jusqu'au bout du dispositif de manière à ce que ça fonctionne. Donc après, si vous avez des pharmaciens qui sont... Alors je ne me rends pas compte de ce que ça veut dire installer le certificat. Pour moi, c'est un fichier qu'on va aller déposer dans un répertoire quelque part. J'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose d'hyper compliqué, mais après, là, pour le coup, je ne me rends pas du tout compte en fonction des logiciels. Peut-être j'ai une vision trop simpliste de l'informatique, mais... Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est copier le fichier dans un répertoire dédié dans lequel vous allez leur dire mettez-le là, ou si c'est vous qui le faites à leur place dans une procédure automatisée. À vous de voir. Mais à l'arrivée, en tout cas, le pharmacien il doit tester que ça fonctionne. Même, ouais. Il y a une question. Vas-y. Le JSON avancé, confirmez-vous que l'opérateur de messagerie n'est plus obligatoire? Alors dans le fichier JSON pour les demandes d'avance, je confirme que l'opérateur de messagerie n'est plus obligatoire. Donc vous pouvez mettre nul comme valeur de cette balise si vous le voulez. Ok, moi j'ai aussi une information à faire partager. Là, on voit les côtés pratiques. Nous aussi, pour assurer un service de qualité et pouvoir bien dimensionner nos équipes, on a besoin aussi d'avoir des prévisions. Donc, vous allez être à un moment bientôt sollicité par nos équipes côté ANS sur la relation industrielle, où on va vous demander, via une page de notre portail, de remplir des données sur votre prévisionnel de dépôt de vos demandes d'avance. Ça va nous permettre à la fois de voir quand les flux arrivent et à quelle hauteur, pour que derrière, on puisse dimensionner correctement nos équipes. Donc, à la fois pour les avances et à la fois pour le solde. Donc, voilà, on compte sur vous pour votre participation sur ces données. Elles sont précieuses pour bien nous cadencer nos charges et pouvoir traiter toutes vos demandes en qualité et en réactivité. Voilà. On a un retour sur le processus. On nous dit un formulaire en ligne avec authentification par ProSanté Connect et un traitement automatique par vos services serait, à mon avis, plus simple pour nous, LGO, et pour les PS. Cela permettrait aussi d'être à jour directement avec les modifications. Par exemple, la boîte aux lettres qui est facultative maintenant de mémoire. Est-ce qu'une API est prévue pour la gestion du dépôt JSON et le traitement des avis sur les dossiers? Hop, pardon. Non, il n'y a pas d'API prévu pour le dépôt des JSON. Et le traitement des avis sur les dossiers, c'est-à-dire les notifications, c'est ça, les retours? Il n'y a pas de... Oui, d'accord. Pardon. Sur les réponses, il n'y a pas d'API. Après, sur le portail de votre portail Ségur, vous aurez toutes les, sous forme d'un tableau, vous aurez l'ensemble de vos demandes avec quel est leur statut, est-ce qu'elles sont validées ou pas, ou rejetées, la raison du rejet s'il y a un rejet, et également où en est le paiement, est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il a été effectué, le montant du paiement. Donc
portail est aussi dédié pour gérer ça, on va dire. Enfin, tout est géré dans le portail. Ouais. Il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Quelle est la finalité pour l'ANS du code opérateur de MSS? Alors, du coup, il n'y a plus de finalité puisque le champ est rendu facultatif. Donc, il n'y a plus la demande initiale. En fait, il y avait une problématique liée au profil mailise et tout ça. Et c'était un peu ça la question initiale. L'option étant rendue facultative, on ne s'attend plus à ce que vous le remplissiez. Donc, il n'y a plus de finalité. Le pharmacien doit-il toujours préciser s'il dispose d'une boîte aux lettres personnelle sans mentionner l'opérateur de messagerie? Alors, vas-y. J'allais dire à date, en tout cas, donc, parce que ça concerne le fichier JSON de solde, là, pour le coup. La balise est toujours donc dans la demande de financement de solde, pardon. La balise est toujours présente, donc vous répondez par oui ou par non. Mais aujourd'hui, elle est encore présente. L'opérateur de messagerie reste-t-il obligatoire dans le JSON solde? Pardon, Élodie, juste pour préciser sur la question précédente, pour nous c'est important parce que derrière il y a des modalités de pratique et des gens vers lesquels on va revenir plus précisément sur les pratiques comme on est au sein de travail en équipe, pour inciter les pharmaciens à utiliser des messageries d'organisation, de pouvoir récupérer cette info, de savoir, voilà, après l'opérateur en tant que tel a plus trop d'importance, mais dans le cadre d'un contexte de travail en équipe, la messagerie d'organisation étant largement recommandée, ça nous permettra aussi de retourner vers eux par la suite. Voilà. Sur l'opérateur de messagerie, est-ce qu'il est obligatoire dans le JSON solde? Alors, il n'est pas obligatoire. Je crois que de toute façon, il n'est pas demandé à l'avance. J'ai un petit trou de mémoire, mais en tout cas, il n'est pas obligatoire dans le JSON solde non plus s'il est dans le JSON solde. Il n'est pas obligatoire ni dans l'avance ni dans le solde. Voilà. La balise, je précise bien, c'est la valeur qui n'est pas obligatoire. La balise reste obligatoire. Dans votre fichier JSON, il faudra quand même mettre la balise opérateur messagerie, mais vous pouvez la remplir avec nul si besoin. Et pour la question d'avant, on précise, je parlais de la balle personnelle qui est demandée dans le bon de commande. Ah, ça c'est pour entrer en contact avec le pharmacien s'il y a besoin. Donc ça, oui, ça reste. Ok, bah écoutez, il est 59, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous pour vos questions. Donc, comme on vous le disait, on va vous envoyer le replay et le support de présentation. Allez, une dernière. Pour compléter sur le renseignement du code opérateur MSS, il faut jongler entre deux fichiers. Bah, c'est bien ça qui est rendu optionnel maintenant. Je comprends pas pourquoi il faut jongler entre deux fichiers. En tout cas, pour une personne possédant déjà une balle. J'arrive pas moi à savoir si vous parlez déjà du bon de commande ou du fichier JSON. Et par exemple, une personne qui est sur AppyCrypt dans le fichier JSON. En fait, dans le fichier JSON, même si la personne a déjà une boîte aux lettres, vous n'êtes pas obligé de renseigner l'opérateur de messagerie. Vous pouvez mettre juste nul si ça vous embête, on va dire. Et si jamais vous voulez le renseigner, ce qui sera tout à votre honneur, il faudra, dans la documentation de JSON technique, vous avez effectivement la liste des je crois 340 opérateurs. Et donc, il faut récupérer le bon numéro à partir de cette liste dans la documentation de JSON technique. Ok. Il faut vraiment qu'on arrête ce webinaire puisqu'on enchaîne.
Merci à tous pour vos questions, pour votre participation et merci aux intervenants. Et bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.